Alors, sans plus tarder, on va passer à la communication suivante, qui est en réalité la première. Dr Wish, service diabéto de Mustapha. Mustapha est présent en force ce matin, tant mieux. Alors, c'est la communication à Wish. Alors, c'est une éducation qui concerne l'éducation thérapeutique et l'autonomie du patient. Écoutez bien ce qui va être dit. L'éducation thérapeutique est un pilier important dans la prise en charge des diabétiques en général. Et voilà, c'est à vous la parole, Dr Awish. Merci, Monsieur le Président. Donc, honorable assistance, bonjour. C'est avec un grand plaisir que je suis parmi vous aujourd'hui. Je remercie donc les organisateurs de me donner encore une fois donc cette confiance donc de participer avec vous. Et là, au fait, on va voir donc un chapitre quand même qui est intéressant et je pense que le hasard a fait bien les choses puisque Madame Durand est passée avant moi puisqu'elle m'a fait une bonne introduction à ma communication. Et là, pour parler beaucoup plus des enjeux, tout simplement, soigner, c'est essentiellement la communication avec le patient. Et là, au fait, on va parler beaucoup plus de la communication avec le patient qui souffre de maladies chroniques. Alors bon, si on parle bien sûr de cette question, ce qui est important... Donc, je ne sais pas, il y a un petit décalage par rapport au... Voilà. Donc, si on parle tout simplement donc, de cette relation donc soignant-soigné, c'est de parler initialement, bien sûr, je pense qu'il y a un petit souci avec le micro qui ne fonctionne pas. Ça ne défile pas, non. Alors, quelqu'un peut l'assister ? C'est bon. Pour le défiler ? Donc, quand on parle de la maladie chronique, là, vous voyez un petit peu la définition de l'OMS. C'est une définition qui est vraiment banale. Et là, regardez qu'est-ce qu'on vous dit habituellement. C'est un problème de santé qui nécessite une prise en charge sur une période de plusieurs mois ou plusieurs décennies. Mais est-ce que c'est réellement le cas pour le patient? Et là, vous voyez que quand on voit un petit peu le patient, malheureusement, le malade, il considère ça comme une aliénation et c'est une rupture essentiellement de sentiments. Donc déjà, c'est par rapport à son identité. Et là, vous voyez que malheureusement, son image qui est dévalorisée. Et dans certaines maladies, donc il considère ça comme une honte et une culpabilité. Alors deuxième chose, vous voyez que c'est essentiellement aussi, c'est une rupture par rapport à son passé, mais c'est aussi une insécurité par rapport à son avenir. Donc vous voyez un petit peu le ressenti de ce patient-là. Et regardez, c'est un problème de cohérence, puisque tout simplement, ce malade-là, il vous dit, ma vie n'a pas de sens. Alors donc, en parlant de ça, ce qui est important, c'est que le malade, malheureusement, il va perdre son autonomie. Et la perte de l'autonomie fait que, malheureusement, le patient, donc, il va obligatoirement, en quelque sorte, mal prendre en charge sa maladie. Alors donc, le malade chronique, c'est une condition qui est très particulière parce qu'il n'est pas en santé, mais le problème, c'est qu'il va continuer à vivre. Et il va vivre tout simplement en mauvaise santé, et c'est ça ce qu'il va ressentir. Et c'est pour ça qu'on vous dit habituellement le développement personnel, et elle vient de parler de cette adaptation, ce qu'on appelle le mot adaptation de la maladie chronique, ne sont pas seulement possibles, mais obligatoires. Ça veut dire que ce malade-là, il doit forcément s'adapter par rapport à sa maladie. Donc le but, c'est quoi de cette présentation d'aujourd'hui? C'est de savoir comment réellement communiquer avec le patient pour l'autonomiser. Alors donc, vous voyez un petit peu, et ça ce qui est intéressant, c'est de dire que la personne malade, c'est le sentiment de pouvoir prendre soin de sa maladie. Donc il faut savoir, il doit savoir maîtriser les gestes, il doit savoir aussi adapter son traitement. C'est aussi pouvoir prendre soin de soi, c'est de pouvoir concilier, mais aussi être comme tout le monde. Et c'est ça ce qu'il a besoin, au fait, le patient qui souffre de maladies chroniques. Alors, qu'en est-il maintenant des armes? Une des armes les plus intéressantes et qui permettent essentiellement donc d'autonomiser le patient, c'est l'éducation thérapeutique. Et là, vous voyez un petit peu le rationnel de cette éducation, c'est qu'on essaye essentiellement de faire un apprentissage, d'évaluer les compétences et tout simplement de ces patients pour l'autonomiser.
Alors donc, l'éducation, elle a des objectifs. Et là, vous voyez que ça permet d'aider les patients et leurs familles dans la prise en charge de leur maladie. Ça permet aussi de prévenir les complications. Mais surtout, si on ne peut pas faire ça, mais au moins améliorer la qualité de vie de ce patient-là. Alors les bénéfices, c'est important. Ça permet donc à aboutir à un bénéfice thérapeutique qui est additionnel. Et bien sûr, le malade va se sentir bien avec sa maladie. Alors bien sûr, l'éducation, c'est les connaissances, mais la finalité de tout ça, c'est quoi? C'est essentiellement avoir l'engagement de ce patient-là. Ça veut dire que le malade, il va s'engager avec sa maladie. Et là, vous voyez qu'il va avoir des actions. Essentiellement, ça veut dire qu'on va essayer de changer le comportement de ce patient par rapport à sa maladie pour le faire bouger. Et la finalité, c'est l'activation du patient. Donc, vous avez devant vous un patient qui est actif, qui gère bien sa maladie. Alors, bien sûr, le problème qui se pose, c'est que malheureusement, on reçoit des patients en consultation et parfois, le malade, il est juste résumé donc, à une ordonnance. Donc, ça veut dire, malheureusement, on passe peu de temps avec ce patient. Et regardez qu'est-ce qu'on vous dit, que la première rencontre avec le malade, elle est vraiment très importante. Pourquoi elle est importante? Parce que tout simplement, déjà, ça me permet de connaître ce malade-là. C'est qui ce malade? Je suis devant qui au fait? Et ça, c'est important. Donc, on est en train d'établir un transfert positif avec ce patient-là et on acquiert une certaine confiance, bien sûr, qui est beaucoup plus réciproque. Et là, vous voyez, c'est un partage de connaissances et c'est en ce moment-là qu'on fait ce qu'on appelle les stratégies décisionnelles et on fait ce qu'on appelle dans le jargon de l'ETP de l'accordage. Ça veut dire on s'accorde par rapport à la prise en charge de sa maladie. Alors malheureusement, donc, il y a des mauvais résultats dans la prise en charge. Et si on parle de la maladie diabétique, et si on est dans le diabète, c'est que malheureusement, regardez, quand je parle donc de cette mauvaise prise en charge, on parle souvent du médicament qui n'a pas fonctionné. On parle souvent aussi que le malade n'a pas peut-être observé de traitement, mais on ne s'implique pas, on ne se culpabilise pas. Et là, regardez, malheureusement, la mauvaise communication avec le patient est une des causes, tout simplement, de la mauvaise, tout simplement, prise en charge du patient diabétique. Parce qu'on ne donne pas du temps au patient et on ne discute pas avec le patient. Donc, de ce fait, le temps alloué, malheureusement, est insuffisant et c'est ça qui fait que le patient, malheureusement, donc, est complètement perdu. Et là, vous voyez qu'il y a d'autres, on peut imaginer bien sûr d'autres causes, mais là, j'ai donné les plus importantes, si vous voulez. Alors, ce qu'elle vous a dit tout à l'heure, Madame Durand, c'est important. C'est que toujours, on est un petit peu directif avec le patient. Et on lui dit, voilà, tu dois faire ça, de l'exercice physique, de régime, tu dois faire ça. Ça veut dire qu'on est un petit peu autoritaire. Mais en pratique, est-ce que réellement, ça c'est réalisable? Et là, vous voyez un petit peu ces études-là. Ce sont des études qui se sont intéressées par rapport à ces ordres, aux conseils qu'on donne habituellement, mais ce sont beaucoup plus des conseils directifs. Et là, vous voyez, on vous dit que malheureusement, si vous demandez à quelqu'un de faire de l'activité physique, vous avez une disparité par rapport au nombre de patients qui vont essentiellement donc adhérer. Et là, vous aurez un pourcentage de 10 à 80%. Donc, une disparité qui est très importante. Ça veut dire que chaque malade est un cas et on ne peut pas donner des conseils à tout le monde de façon, bien sûr, importante. Donc, mesurer ça, c'est important. Et regardez dans une autre analyse, 11 études de 66 jusqu'à 2003, là, on a pris tout simplement l'adhérence ou encore appelée l'observance thérapeutique. Là, vous avez que 36 jusqu'à 93% des patients qui observent. Alors pourquoi ce problème donc d'observance ou d'adhérence thérapeutique? C'est essentiellement le problème de la mauvaise communication. Un travail qu'on avait fait récemment, donc au niveau de la consultation de Louissou à Mustapha, à Alger, en fait on avait trouvé que malheureusement, il n'y a que 4 malades sur 10 qui observent sans traitement, réellement sans traitement. Et l'observance, l'adhérence, elle est définie beaucoup plus par un malade, au moins plus de 90% de la prise. Alors donc, du coup, on a besoin de bien communiquer avec le patient pour évaluer, pour beaucoup plus évoluer tout ça. Et là, regardez, les études l'ont bien montré. Il est admis qu'une bonne communication entre le médecin et le patient, elle est associée essentiellement à une amélioration de la satisfaction de ce dernier. Et de ce fait-là, le malade il va prendre mieux en charge, bien sûr, sa maladie. Donc cette relation, c'est une relation entre deux personnes. Mais en fait, ces deux personnes, c'est essentiellement le médecin et le malade.
Ce sont des personnes qui ont deux caractères différents, ce sont deux personnes qui ont deux psychologies différentes. Et on est aussi différents par rapport à nos histoires avec nos malades. Et regardez ce qu'on vous dit habituellement, c'est une rencontre qui doit être singulière et unique. Donc le but c'est quoi? Puisqu'on est différents, mais essentiellement, il faut qu'on s'accorde par rapport à ce qu'on veut. C'est ça ce qu'on appelle dans le jargon de l'ETP l'alliance thérapeutique. C'est un partenariat entre le patient et le médecin et le patient afin d'établir des objectifs qui ont été déjà fixés. Donc, ce qui est important, c'est que les patients et les proches, bien sûr, quand ils viennent à nos consultations, ils sont demandeurs d'une bonne prise en charge. Et cette prise en charge, bien sûr, elle implique une bonne communication. On doit bien communiquer avec nos patients. On doit laisser du temps aux patients pour parler, pour discuter. Donc c'est un travail qui est interdisciplinaire, qui est beaucoup plus efficace. Et regardez, ça permet de déterminer la satisfaction, bien sûr, du patient et leurs proches, mais aussi notre propre satisfaction. Parce que si on a fait un travail intéressant avec ce malade, moi aussi je ressens cette satisfaction. Alors le malade, il a besoin de quoi au fait quand il vient à notre consultation? D'abord, il a besoin de connaître sa maladie. Est-ce que réellement on explique c'est quoi le diabète chez nos patients diabétiques? Est-ce que réellement on explique c'est quoi réellement, c'est quoi l'insuline, c'est quoi le pancréas, comment ça se passe, etc. Et là, bien sûr, il a besoin aussi de recevoir autant d'informations que possible. Malheureusement, nous, on est un petit peu, voilà, et là, malheureusement, c'est beaucoup plus des conseils qu'on est en train de faire. Et bien sûr, il a besoin de connaître les chances de guérison. Et là, malheureusement, il reste toujours dans le doute parce qu'on ne lui explique pas. On balance une insuline, mais on ne lui explique rien. Et le problème aussi, il veut être informé des effets secondaires, peut-être des traitements. Et malheureusement, chose qu'on ne fait pas souvent. Et là, regardez, c'est que les enjeux d'une bonne communication, c'est d'abord d'être précis par rapport au diagnostic, mais aussi par rapport aux symptômes et expliquer le patient tout ça. C'est aussi créer cette alliance thérapeutique. Bien sûr, par rapport tout simplement les médicaments, on explique les médicaments, on explique le changement de comportement du patient, on essaie d'évaluer tout ça. C'est aussi, ça permet de diminuer l'anxiété. Le fait de discuter avec quelqu'un, vous êtes en train de diminuer son anxiété et bien sûr, c'est indispensable à l'instauration d'une relation de confiance. Alors donc, il y a maintenant certains comportements des médecins qui peuvent peut-être influencer de façon négative le comportement du patient. Et regardez, qu'est-ce qu'on fait habituellement? C'est qu'on dit au patient, ne pas réussir à établir une relation avec le patient, ne pas lui laisser le pouvoir décisionnel, parce qu'on essaie toujours d'être autoritaire, alors que normalement, le traitement est discuté. On ne balance pas une insuline comme ça, mais on balance, bien sûr, l'insuline, elle est discutée avec le patient. Et là, regardez, ne pas bien évaluer sa compréhension et penser à tort qu'il est prêt au changement, dire au patient de ce que vous pensez qu'il doit faire, vous vous opposez avec le patient. Le fait qu'on s'oppose avec le patient, ça c'est un problème de très mauvaise communication. Lui reprocher de ne pas prendre soin de lui, le juger ou bien lui faire peur. Et surtout, on vous dit jamais faire peur à un patient. Et ça, c'est très important dans le TP. Ça veut dire qu'un malade dont vous faites peur, c'est un malade malheureusement qui ne va plus revenir vous voir. Et il va tout simplement rester dans sa peur. Alors que nous apprennent maintenant les différentes études sur la communication. Et là, c'est très intéressant de revoir tout ça. C'est que, regardez, qu'est-ce qu'on vous dit habituellement. Donc là, on est sur 8 malades sur 10 souhaitent que leur médecin soit à l'écoute. Mais en pratique, on n'a que 6 médecins sur 10 qui écoutent réellement leurs patients. Si on s'intéresse aussi à un autre aspect, moins de la moitié des personnes rapportent que leurs prestataires, ça veut dire leurs médecins, s'intéressent à leurs objectifs de santé et aux préoccupations qui en découlent. Ça veut dire que vous n'avez que moins de 50%. Et enfin, regardez, 9 malades sur 10 souhaitent que leurs prestataires, donc ça veut dire leurs médecins, travaillent ensemble en équipe, mais malheureusement, il n'y a que 4 malades sur 10 qui reconnaissent que c'est vraiment le cas. Donc, vous voyez que, malheureusement, il y a du travail à faire. Alors ça, j'ai trouvé cette étude qui est très intéressante. Alors, c'est une étude qui a permis quand même d'évaluer l'écoute du patient. Et là, regardez, c'est une durée de parole spontanée. On a évalué chez 391 patients. Et regardez qu'est-ce qu'on vous dit dans cette étude. La durée moyenne d'expression spontanée des patients, malheureusement, elle n'est que de 92 secondes.
Donc ça veut dire 92 secondes. Et 78% expriment leur demande en moins de 120 secondes. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Et le pire, c'est que le médecin, il interrompt les patients au bout de 23 secondes. Donc vous voyez qu'on ne donne pas du temps au malade et on ne l'écoute pas. Et c'est ça qui fait malheureusement que le malade donc, ne se prend pas en charge. Est-ce qu'on a des données algériennes et de dire maintenant, est-ce que réellement, c'est-à-dire on écoute? On a fait ce modeste travail, c'est un travail qu'on n'a pas encore publié. Donc c'est de permettre un petit peu d'évaluer la communication entre le patient diabétique et son médecin. Et bien sûr, on voulait analyser la qualité de l'entretien médecin donc malade. C'est une étude qu'on avait faite chez 271 patients diabétiques type 1 et type 2 en consultation spécialisée. Donc, on a travaillé dans la région de Sidi Mohamed. En fait, on a utilisé ce questionnaire et on a posé des questions par rapport à plusieurs aspects. Est-ce que, par exemple, vous pensez que votre médecin prend du temps pendant cette consultation? Est-ce que vous vous sentez à l'aise avec votre médecin? Est-ce que votre médecin donc vous écoute, etc. Il y a eu plusieurs quand même questions. Et regardez, ça c'était beaucoup plus les caractéristiques donc de notre population. Là, on a eu 271 donc patients. Et là, je vais ce qui est important, regardez, c'est qu'on a posé des questions. Est-ce que réellement votre médecin vous écoute? Et là, vous voyez, donc, la majorité vous disent oui, d'accord, il m'écoute, mais en fait, regardez, donc il y avait plus de 30% à peu près qui vous disent non. Est-ce que réellement votre médecin c'est-à-dire donc vous confie à une autre personne pour discussion? Et là, on leur a posé, c'est-à-dire pour tout simplement discussion, ça veut dire par exemple avec son assistante, etc. Et là, au fait, il y avait aussi 70% des malades qui nous ont répondu oui ou non. Et là, regardez, donc il y avait une série de questions qu'on avait posées, mais si on fait un petit peu, et là, on a posé, est-ce que vous voulez donc changer carrément de médecin? Et là, il y avait quand même des malades qui nous ont dit oui. Mais quand on voit le nombre de patients, malheureusement, qui sont réellement satisfaits de cette bonne communication, et là, désolé, les chiffres ont disparu, c'est qu'ici, on était à 2/3 des patients qui n'étaient pas satisfaits au fait. Ils vous disent, non, mon médecin communique très mal avec moi, et 1/3 qui vous disent, oui, ça va, je pense que ça marche bien. Donc, la communication, elle est importante. Et là, vous voyez qu'on dispose habituellement de plusieurs types de communication. Il y a la communication qu'on fait habituellement, c'est la communication verbale. On utilise des mots, on utilise le temps, les soupirs, les rires, l'intonation de la voix. Ça, c'est important. Mais aussi, il y a la communication qu'on utilise. C'est la communication non verbale. Et là, on utilise habituellement notre regard. Et ça, c'est très important avec le patient. Parce que là, le fait de faire peut-être des gestes ou bien des mimiques parfois qui sont très très gênantes pour le patient, là vous comprenez qu'on peut peut-être le blesser. Et là vous voyez qu'on fait habituellement, il y a les mouvements du corps, les contacts physiques, etc. Mais le soignant aussi ne communique pas juste avec ça. Il communique aussi avec son cerveau, il communique avec ses connaissances, ses pensées, les informations qu'il donne aux patients. Il communique aussi avec son cœur. Et ça, c'est une chose très importante. Et vous allez voir tout à l'heure, on vous dit habituellement, quand vous discutez avec le patient, il faut avoir ce qu'on appelle, dans le jargon donc, de l'ETP, de l'empathie. Et bien sûr, il communique avec son corps. Ça veut dire qu'on doit bien s'habiller, on doit aussi bien être présentable. Ça, c'est important aussi pour le patient. Alors bien sûr, ces éléments, ce sont des éléments qui sont très 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 importants et ce sont des éléments habituellement qu'on utilise devant le patient. Alors bien sûr, le médecin, il communique aussi avec ses attitudes et ses gestes. Et bien sûr, ce qui est important, c'est d'abord, à la première consultation, c'est d'établir ce partenariat. Alors regardez, qu'est-ce qu'on fait habituellement? On établit d'abord un climat de confiance. Le patient, il doit être rassuré. Il doit être tout simplement rassuré. On échange bien sûr nos informations. On laisse le patient parler. Et ça, c'est important. Ça veut dire là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On évalue ce qu'on appelle donc l'ambivalence. Et enfin, on travaille ensemble et on fait ce qu'on appelle l'accordage. Ça veut dire l'accordage, on va vers une planification, une stratégie décisionnelle que le patient a acceptée. Et c'est ça ce qui est important. Ça veut dire que je ne suis pas là pour imposer des choses. Alors regardez la communication idéale. Donc c'est d'abord un malade créer une relation interpersonnelle, c'est établir un cadre chaleureux pour le soignant en offrant une place réelle au patient, alors que pour le patient, il doit se sentir pris en charge. C'est échanger des informations
Là, on explique les examens, on annonce un diagnostic, on propose des traitements. On est dans l'explication, on est dans l'information. Et là, regardez, lui aussi, il doit exprimer ses problèmes. Et c'est important. Ça veut dire, nous, habituellement, on fait ça, mais on ne fait pas ça. Alors que le malade, il doit exprimer. Il est qui, ce malade-là? Et qu'est-ce qu'il veut? Quelles sont ses difficultés? Quelles sont ses ressources? Ça, c'est important. Et enfin, la finalité, c'est la prise de décision thérapeutique. Et là, le malade, bien sûr, le médecin, il doit offrir la part désirée à la décision. Par contre, le patient, il prend la part désirée à la décision. Et voici ce qu'on fait habituellement. C'est ce qu'on appelle la balance décisionnelle pour évaluer l'ambivalence. L'ambivalence, c'est quoi? C'est tout simplement un patient qui est devant vous. Ça rentre dans le cadre diagnostic éducatif du patient. Alors, on essaie un petit peu de comprendre pourquoi il accepte et il n'accepte pas en même temps. C'est ça ce qu'on appelle habituellement l'ambivalence. Et on vous dit habituellement, voici ce que doit avoir un médecin, bien sûr un médecin digne de ce nom. On doit avoir, c'est ce qu'on appelle cette posture éducative. Et là, regardez, vous avez tous les ingrédients pour avoir cette posture éducative. Et parmi les ingrédients, il faut valoriser, il faut négocier avec le patient, il faut reformuler, jamais juger, soutenir, l'écoute active et surtout, il y a l'empathie et enfin, cheminer ensemble. Donc, vous voyez que la communication, elle est importante, mais il faut avoir les ingrédients pour. Alors, bien sûr, l'empathie, c'est un élément qu'on utilise habituellement. Et regardez, c'est que, tout simplement, l'empathie, les médecins, c'est une très belle étude qui est sortie en 2012, évaluant les médecins qui utilisent cette empathie avec leurs patients. Et regardez, qu'est-ce qu'on avait retrouvé? Il y avait plus de proportion des patients qui ont un bon contrôle par rapport à leur cholestérol, juste avec l'empathie. On avait une baisse des complications aiguës, on avait un meilleur contrôle de l'HbA1c et les patients prennent mieux soin d'eux. Donc, on a amélioré la qualité de vie, etc. Donc, vous voyez que l'empathie est un ingrédient indispensable. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'empathie? Et là, pour parler de l'empathie, retenez le mot ECG. Ce n'est pas l'électrocardiogramme. E, c'est écouter, C, c'est comprendre, et G, c'est guider. Alors, quand je parle d'apathie, ça veut dire j'écoute pas, je ne comprends pas et je ne guide pas. Quand je parle de l'antipathie, qui est un sport national, donc là, au fait, j'écoute, mais je ne comprends pas et je ne guide pas. Et si je suis sympathique, ça veut dire j'écoute, je comprends, mais je ne guide pas. Par contre, l'empathie, c'est tout ça. Ça veut dire j'écoute, je comprends et je guide. Et là, vous voyez, c'est ça l'empathie. Ça veut dire on essaie d'attraper ce patient-là et c'est ça qui permet tout simplement d'aller au-devant. Alors donc, vous voyez la posture un petit peu de ce médecin, c'est ne pas de dire « Ah, si j'étais à sa place », mais c'est de dire « Si je me mets à sa place ». Et c'est ça la réelle, donc ce qu'on appelle l'empathie qu'on doit tout simplement s'armer afin, bien sûr, d'assurer ce partenariat avec le patient. Un autre élément aussi très important qu'on étudie, c'est l'écoute active. Alors, ce n'est pas de l'écoute passive. Je ne suis pas là juste pour écouter, mais là, je partage aussi mes sentiments avec le patient. Et qu'est-ce qu'on fait habituellement? Il faut laisser le malade verbaliser, paraphraser. Et à partir de là, il ne faut jamais couper la parole, observer ses manifestations verbales et non verbales, et ensuite respecter les silences qu'il fait. Et là, on vous dit habituellement, donc l'écoute active, après on essaye un petit peu de récapituler ce qu'il vient de dire, ça veut dire que le malade se sent déjà écouté, et ça c'est très important. Alors les compétences maintenant, et comment il faut les faire, et là je termine par ça, c'est en vous disant qu'il y a 6 étapes très très importantes. D'abord, on doit être chaleureux avec le patient. On doit être aussi se concentrer sur l'essentiel, sur le besoin de ce patient-là. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce qu'il veut? Quel est le besoin urgent chez ce patient-là? On doit aussi poser des questions ouvertes et on ne vous dit jamais des questions fermées. On renforce les ressources et bien sûr, on répète et on récapitule. Alors regardez, soyez chaleureux, c'est apprendre à connaître la personne. On crée un environnement, bien sûr, un bon environnement. Il faut être curieux et intéressé, donc on essaie de comprendre c'est qui ce patient-là, il faut lui laisser le temps de parler. Concentrez-vous sur l'essentiel, c'est important, et là on se met d'accord sur l'objectif qui a été tracé avec ce patient-là, en l'encourageant à exprimer ses besoins et ses attentes, et on pose des questions ouvertes. Alors jamais aussi évaluer un malade en posant des questions fermées dans la réponse et par oui ou non.
Parce que là, vous ne pouvez jamais connaître votre patient. Et là, regardez comment on pose habituellement. Et vous avez une série de questions qu'on fait. Qu'avez-vous fait qui a eu un effet positif? Qui vous a aidé? Comment vous y êtes pris, etc. Ce sont des phrases qu'on utilise habituellement à l'ETP qui permettent une bonne communication avec le patient et qui permettent d'avoir, bien sûr, une richesse de renseignements. Et là, rechercher les ressources. Et ça, c'est important. Alors là, jamais, il faut toujours, on vous dit, valoriser le patient. Alors regardez, je suis impressionné par le résultat que vous avez fait, par le changement. Donc là, on essaie toujours d'utiliser des mots qui valorisent ce que fait le patient dans le temps. Et bien sûr, on vous dit, montrez que vous avez écouté. Et là, il s'agit de reformuler. Si j'écoute le patient, je vais lui dire, je l'ai écouté pendant 20 minutes, 30 minutes. Si j'ai bien compris, votre diabète est ça et ça et ça. Donc, je suis en train tout simplement de m'accorder avec le patient et le patient s'écoute à travers mes paroles. Et là, c'est avec ça qu'on va finir par tracer tout simplement des plans, bien sûr, je dirais donc beaucoup plus ensemble. Et là, enfin, c'est récapituler. Ça veut dire que là, on récapitule les points importants de la consultation. C'est de dire qu'est-ce qui a été fait pendant cette séance de travail. On va récapituler donc les difficultés de ce patient. On va récapituler ses réussites. Mais surtout, et c'est ça la phase finale, c'est de discuter la solution avec le patient. Je vous remercie. C'est nous qui vous remercions, Dr Hawish, pour cette brillante communication et qui ne souffre d'aucune ambiguïté. Merci.